Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation, merci pour votre présence. Donc on va partager cette heure. On va parler de l'accord et de la malice. L'accord, c'est normal, c'est la suite de ce que Rachid a présenté, c'est important. Et la malice, pourquoi la malice? Eh bien, c'est ce que vous allez voir. Eh bien, on commence par un modèle système. Eh bien, contrairement à la programmation séquentielle, où on ne parle jamais de système finalement, quand on fait de la programmation répartie, on est obligé de parler du système. C'est pour dire dans quel contexte ça se fait. Eh bien, le contexte, je ne vais pas trop m'attarder dessus pour profiter des choses plus dures, comme l'a dit Rachid tout à l'heure, pour passer du temps. Eh bien, c'est le modèle classique, un processus qui communique en s'envoyant des messages à travers un réseau complet. Chacun peut faire du calcul local, il peut envoyer des messages, recevoir des messages. Et on peut avoir différents modèles de timing. Donc, c'est ce dont a parlé Rachid tout à l'heure, les trois possibilités. Et ceci n'est pas complet si on ne parle pas du modèle de faute, c'est-à-dire quelles sont les mauvaises choses qui peuvent arriver. Eh bien, jusqu'à présent, ce que vous avez vu, ce sont les processus corrects et ceux qui peuvent cracher. Ceux qui peuvent cracher, tout simplement, il faut ce qu'on appelle un fail stop. Ils s'arrêtent net. Ils font exactement ce qu'ils sont censés faire jusqu'à ce qu'ils défaillissent. Et là, ils s'arrêtent net. Ils ne font rien d'autre. Et généralement, on met une borne sur ce nombre. C'est ce que vous avez vu jusqu'à présent. Là, on va passer à un autre type de faute. C'est ce qu'on appelle les fautes byzantines ou alors les fautes malicieuses. Donc, initialement, l'Issy Lamporte a voulu appeler ça. Il parlait des généraux byzantins. Au début, il parlait des généraux albanais. Et comme il y a encore des Albanais aujourd'hui, pour rester politiquement correct, il a préféré les Byzantins. Comme ça, personne n'est fâché. Eh bien, c'est quoi un processus byzantin? C'est tout simplement un processus qui a une spécification, mais qui ne la suit plus à partir d'un moment donné. Il n'en fait qu'à sa tête. Ça veut dire qu'il peut faire des calculs qu'il n'est pas censé faire, il va envoyer des messages qu'il n'est pas censé envoyer. Donc, envoyer une valeur à l'un et une autre valeur à un autre, il fait n'importe quoi. Et là, effectivement, entre autres, il peut se comporter comme un processus craché. Donc, ce modèle de faute est au moins aussi dur que le précédent. Et le pire, ce qui peut arriver, c'est que tout simplement, on peut supposer que les Byzantins se mettent tout simplement ensemble pour essayer de faire tomber le calcul ou de l'empêcher d'avancer. Eh bien, une fois qu'on a vu ceci, eh bien, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais les informaticiens sont des êtres humains sont des êtres humains, et tout simplement, tout ce qui peut leur poser problème, ils l'ont personnifié. En fait, ils lui ont donné un nom, ils ont inventé une entité qu'ils ont appelée l'adversaire. Et ça représente tout ce qu'ils ne savent pas faire, tout ce qui peut arriver de mal. Et d'ailleurs, dans beaucoup de présentations, l'adversaire est représenté par un petit bonhomme rouge, complètement biscornu, avec des cornes, une queue, une fourche. Eh bien, cet adversaire, c'est tout simplement, c'est celui qui est censé contrôler toutes les mauvaises choses qui vont se mettre au travers de la route de celui qui va faire un programme réparti. C'est lui qui va décider de retarder tel message, de faire tomber ce processus en panne spécialement à cet instant. Et bien sûr, ce sera le pire moment pour le programmeur. Et pourquoi est-ce qu'on parle de cet adversaire? C'est tout simplement pour être sûr que cet adversaire va vous pousser au bout de vos retranchements, pour que vous prévoyiez toutes les situations délicates. D'accord? Mais bien sûr, si on suppose un adversaire qui peut tout faire, eh bien, vous ne pouvez rien garantir. C'est pour cela que généralement, on pose des hypothèses sur l'adversaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Surtout dans le cadre des processus byzantins. Donc tout à l'heure, il y a une question très intéressante qui a été posée au professeur Guéraoui, c'est est-ce qu'on peut faire une analyse statistique sur les messages, quand est-ce qu'ils arrivent, comment ils arrivent? Effectivement, ça se fait, mais ça ne marche que dans le cas des crashs.
Parce que dans le cas byzantin, eh bien, même si vous faites une analyse qui vous dit dans 80% des cas, les messages mettent tant de temps, et ainsi de suite, eh bien, vous pouvez tomber sur un adversaire qui va vous mettre tous les cas favorables sur les messages qui ne sont pas importants et tous les cas défavorables sur les messages rares. Donc, il peut à chaque fois combiner comme il veut. Et dans ce cas-là, une étude statistique n'apporte rien. D'accord ? Là, par exemple, on peut supposer qu'un adversaire est adaptatif ou non adaptatif. C'est quoi un adversaire adaptatif ? C'est un adversaire qui peut redéfinir sa stratégie à tout instant. Alors qu'un adversaire non adaptatif, il est obligé en quelque sorte de donner sa feuille de route avant. À tel instant, je vais faire ceci, à tel instant, je vais faire cela, avant que le calcul ne commence. Donc, bien sûr, supposer un adversaire adaptatif est beaucoup plus dur pour le programmeur que de supposer un adversaire non adaptatif. Est-ce qu'on suppose que l'adversaire a une puissance de calcul non bornée ? S'il a une puissance de calcul non bornée, on ne peut même pas utiliser la cryptographie. On ne peut pas chiffrer nos messages, parce qu'il est capable de casser le chiffrage. De même, est-ce qu'il peut faire travailler les Byzantins ensemble pour vous faire plus de mal? Eh bien, si c'est oui, effectivement, ce sera plus dur. Eh bien, pour ce talk, pour cette présentation, on va supposer tout simplement un adversaire qui est adaptatif. Par contre, ce qu'il ne peut pas faire, c'est que si deux processus corrects s'échangent des messages, donc l'adversaire peut retarder le message si le système est asynchrone, d'accord ? Il peut choisir de combien le retarder, mais il ne pourra ni modifier le message, ni faire passer l'émetteur pour un autre, d'accord ? Ni enlever le message. Ça, il ne peut pas le faire. Mais par contre, il permet la collusion entre les Byzantins. Eh bien là, on suppose que la puissance de calcul de l'adversaire est infinie, ça veut dire qu'on n'utilisera pas de cryptographie. Donc on se met dans un cadre assez dur. Maintenant que ceci est posé, eh bien là, un retour en arrière. On va reparler de consensus. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il a mâché tout le travail pour moi dans la présentation précédente. Par contre, le consensus, oui, mais c'est un consensus un peu différent. Dans le cas des crashs, la propriété de validité dit que la valeur décidée est une valeur qui a été proposée. N'importe quelle valeur qui a été proposée peut être décidée. Dans le cas byzantin, effectivement, si on décide à chaque fois la valeur d'un byzantin qui est une valeur qui n'a pas de sens, qui n'est pas valide, eh bien ça ne nous avance pas à grand-chose. On va se mettre d'accord sur n'importe quoi. Donc ça a été modifié en si tous les corrects proposent la même chose, alors c'est cette chose-là qui sera décidée. Bien sûr, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la valeur décidée et la valeur proposée par un correct? Comment pourrais-je savoir si tel processus est correct ou non? Je n'ai aucun moyen de le savoir. C'est pour ça que la validité est un peu plus faible. Si tous les corrects proposent la même chose, la valeur V, seul V peut être décidé. Et le deuxième changement, sur lequel a beaucoup insisté le professeur Guéraoui, c'est l'accord. Eh bien, il a tout fait pour avoir un accord uniforme. Eh bien, dans le cas byzantin, je suis désolé, ça ne sert à rien. L'accord uniforme est impossible. Comment vous allez empêcher un byzantin de faire ce qu'il veut? Eh bien non, on ne peut pas. Donc l'accord ne concerne que les processus corrects. Tous les processus corrects doivent décider la même chose. Et les autres, ils font ce qu'ils veulent. Eh bien, la question, c'est que devient la borne sur le nombre de byzantins que l'on peut tolérer? Pour cela, là, je vais attaquer la partie un peu technique. Et je vais faire une petite démonstration dans le cas synchrone. Car, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. D'accord? Et qui ne peut pas le moins, il peut difficilement pouvoir le plus. Donc, si on montre la preuve dans le cas synchrone, ça marche aussi pour le cas asynchrone. Donc, on va supposer qu'il y a T processus byzantins,
dans le système. Sur les n, le nombre total de processus c'est n, il y a une fraction t qui sont byzantins, ou qui peuvent être byzantins. Eh bien, dans ce cas-là, il y a au moins n-t processus corrects. Et on va supposer qu'ils proposent tous la même valeur V. On va se mettre dans le cas le plus favorable. Tous les corrects proposent V. Et les byzantins, bien sûr, ils vont tout faire donc pour que vous ne voyez pas ceci. Eh bien, après un échange de valeurs, un processus correct va voir n-t valeur V. Et les autres, on va dire que ce sera une valeur W. On va supposer que tous les byzantins se sont mis d'accord pour pousser une autre valeur concurrente. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, le processus PI doit pouvoir distinguer la valeur V. Et pour cela, il faut que le n-t soit supérieur à t. Car le nombre de byzantins qui vont pousser la valeur W est de t au plus. Et le nombre de corrects, c'est n-t. Donc il faut que n-t soit supérieur à t. D'accord? Donc la condition pour distinguer une valeur, c'est de l'avoir au moins n-t fois. Là, j'ai pris le cas le plus favorable. Et là, ça va vous rappeler un petit peu la présentation qui a été faite par Piotr Kuznetsov, ou alors de la présentation sur la preuve de l'impossibilité du consensus, parce qu'en fait, c'est un peu similaire. Là, je vais choisir un autre scénario. Et vous allez voir que le processus PI ne pourra pas distinguer les deux scénarios. Et donc, dans ce second scénario, ce ne sont pas tous les processus corrects qui vont proposer V. C'est une fraction, donc il n'y a que n-2t corrects qui vont proposer V. Et les t autres corrects vont proposer W. C'est un scénario qui peut arriver. D'accord? Et dans ce cas-là, les t byzantins, eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer la valeur V à PI. En conséquence, les deux scénarios pour le processus PI sont non distinguables. Il ne sait pas s'il est dans tel cas ou dans tel autre cas. Parce que dans les deux cas, il va recevoir n-2t plus t, donc c'est-à-dire n-t valeur V et t valeur W. Vous êtes tous d'accord que les deux scénarios ne sont pas distinguables. Et dans ce cas-là, comme le processus PI ne peut pas distinguer les deux cas, s'il agit, s'il entreprend une action ou s'il décide, il faut que ce soit la même chose. Et dans ce cas-là, le processus PI doit distinguer la valeur V. Maintenant, c'est là où vous allez voir la différence. Ça, c'est ce que PI voit. Maintenant, dans ce même scénario, je prends un autre processus correct, PJ. Que va-t-il voir à votre avis? Eh bien, il va voir la même chose pour ces deux-là, parce que comme la valeur V a été envoyée par des processus corrects, il va les voir. Il va voir la même chose ici. Par contre, pour les t byzantins, ils peuvent envoyer ce qu'ils veulent à PJ. Et en l'occurrence, ce que j'ai choisi, c'est ceci. Les t processus byzantins, cette fois-ci, ce n'est pas V qu'ils vont envoyer à PJ, ils vont lui envoyer W. C'est-à-dire que le processus PJ va recevoir n-2t valeur V et 2t valeur W. Eh bien, comme le processus PI va distinguer la valeur V, eh bien, tout simplement, le processus PJ ne doit pas distinguer la valeur W. Et pour cela, eh bien, pour qu'il ne puisse pas distinguer la valeur W, il faut que 2t soit inférieur à n-t. Parce que n-t est le prédicat qui permet de distinguer une valeur. Pour ne pas pouvoir distinguer donc cette valeur, il faut que 2t soit inférieur à n-t. C'est-à-dire que t soit inférieur à n sur 3. D'accord? Donc là, on a vu que même dans le cas synchrone, t doit être inférieur à n sur 3.
Si ceci n'est pas le cas, il n'y a aucun moyen de distinguer la valeur proposée par les corrects, même s'ils proposent tous la même chose, de la valeur qui est poussée par les processus byzantins. Eh bien, maintenant que nous savons que t doit être inférieur à 1 sur 3, puisqu'on parle du consensus, eh bien, essayons de proposer des algorithmes pour le consensus. Et pour cela, je suis peut-être un petit peu sadique, le professeur Guéraoui a essayé de vous faire croire que c'était facile pour que vous compreniez. Eh bien, moi, je vais vous montrer exactement ce qu'il vous a montré tout à l'heure, pour vous montrer que ce qu'il vous a montré, c'est facile, pour que par contraste, vous puissiez voir à quel point l'autre est difficile. Mais il ne faut pas lâcher prise. Donc effectivement, on va revenir au consensus avec les crashs, et bien tout simplement dans le cas synchrone, exactement ce qu'il a fait dans le début de sa présentation. Eh bien, c'est l'algorithme, l'un des plus beaux algorithmes et des plus simples qui existent. C'est le flux de cet algorithme, c'est l'algorithme dont il a parlé. Donc là, c'est une variante, donc c'est très simple. Je vais le répéter en 2 mots, juste vraiment pour marquer le contraste. Chaque processus prend un ensemble où il met sa valeur. Au premier tour, il envoie à tout le monde, et tout le monde envoie à tout le monde. Et au deuxième tour, chacun renvoie l'ensemble. Comme c'est un ensemble, il contient au plus une valeur. D'accord ? Et on se le renvoie. Et ça a été prouvé que si on fait ceci t plus une fois, t étant le nombre de crashs au maximum, eh bien, tout le monde va se mettre d'accord si on choisit de manière déterministe une valeur de cet ensemble. C'est simple, et ça fait le consensus. C'est merveilleux. C'est en t plus une ronde, et avec un nombre de messages qui est t fois n carré. Eh bien, ça peut être réduit à t plus une round et n carré message. Il suffit de ne renvoyer que les nouvelles valeurs que j'ai reçues. Donc, si mon ensemble 7 ne change pas par rapport à la ronde précédente, je n'ai rien à renvoyer. Eh bien, ça marche. On peut même faire meilleur. C'est ce dont vous n'avez pas encore entendu parler, c'est le early deciding. Ça a été prouvé que dans le pire cas, vous devez payer les t plus une ronde. Vous ne pouvez pas faire le consensus synchrone avec les crashs en moins de t plus une ronde dans le pire cas. Il y a toujours un cas, au moins un cas, où vous êtes obligé de payer les t plus une ronde. Mais, puisqu'en fait t, c'est le nombre maximum de crashs qui peuvent survenir. Mais par contre, à quel moment les crashs vont-ils survenir? Est-ce que les t-crashs vont tous survenir? Peut-être que lors d'une exécution, il n'y aura que 2 crashs. Eh bien, tout simplement, il a été prouvé que si le nombre effectif de crashs est de f, le nombre de rondes peut être de f plus 2. Vous pouvez me dire pourquoi pas f plus 1? Eh bien, tout simplement, le t plus 1, parce que je sais... Non, je vais d'abord dire autre chose et je vais revenir dessus. Je vais parler de la preuve d'abord. La preuve, elle est très simple. Pourquoi je parle de la preuve? C'est tout simplement pour la mettre en relief par rapport à ce dont je vais parler tout à l'heure dans le cas malicieux. La preuve, elle dit tout simplement que si je fais t plus une ronde, comme il y a t crash au maximum, je suis sûr qu'il y a au moins une ronde où il n'y a eu aucun crash. Et s'il n'y a eu aucun crash, c'est-à-dire que tout le monde a reçu toute l'information. D'accord? Donc si je fais t plus une ronde, je suis sûr donc il y a ce qu'on appelle donc une ronde qui est clean, où il n'y a pas eu de défaillance. Sauf que f, si t, on le connaît a priori, le f, on ne le connaît pas. C'est un paramètre qui apparaît lors de l'exécution. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse les f plus 1 pour avoir la ronde clean. Il faut que je fasse une ronde en plus pour que je m'en rende compte. D'accord? Et ça a été prouvé que c'est le minimum des deux, le temps d'exécution. Revenons au cas byzantin. Eh bien, tout simplement, ça a été prouvé que le nombre de rondes au minimum, dans le cas synchrone toujours, c'était plus 1.
c'est pareil que pour le consensus, avec les crashs. Le nombre de bits échangés, c'est O de n carré. Dans le cas avec les crashs, les solutions que l'on a sont optimales, en temps et en espace, en communication. Par contre, ce que l'on sait ici, c'est qu'en fait, le minimum, c'était plus une ronde, et le nombre de bits échangés, c'est n carré. La première solution qui a été proposée, c'est par Lamport, Pease et Shostak en 80, c'est ce qu'on appelle le Exponential Information Gathering. C'est une recherche d'informations exponentielle. C'est un algorithme qui est très simple, c'est ce que nous allons voir, très élégant. Et par contre, la version early stopping, il a fallu attendre 10 ans pour l'avoir. Ce n'est pas du tout évident d'avoir une version dont la complexité ne dépend pas du nombre maximal de fautes, mais du nombre effectif de fautes. Donc je vais vous présenter l'algorithme EIG, mais je vais vous présenter la version qui a été écrite par Barnoy, Dolev, Dvork et Strong en 87. Parce qu'en fait, l'algorithme, c'est ce qu'on appelle un algorithme fully informed. Ça veut dire qu'au premier tour, donc on va exécuter des tours, comme pour le cas avec les crashs, au premier tour, j'envoie ma valeur à tout le monde. Chacun envoie une valeur. Et je reçois les valeurs de tout le monde. Au deuxième tour, ce n'est pas un ensemble que je vais envoyer. C'est le vecteur de tout ce que j'ai reçu. Donc la liste de tout ce que j'ai reçu. Un tel m'a envoyé V1, un tel m'a envoyé V2, un tel m'a envoyé V3, et ainsi de suite. Donc j'envoie une information de taille n. À la troisième ronde, je vais renvoyer tout ce que j'ai reçu à la seconde. Donc je vais envoyer n carré information. C'est-à-dire que si je fais t rondes, t plus une ronde, au total, je vais envoyer une information qui est de quelle taille? Tout simplement exponentielle. C'est n puissance t. C'est énorme. C'est énorme. Et toute cette information-là, pour pouvoir la gérer, eh bien, tout simplement, il faut l'organiser d'une certaine façon. Et c'est ce qui a été fait par ces 4 personnes dans ce qu'ils appellent l'arbre à décorer, l'arbre UIG. Eh bien, donc l'algorithme, je l'ai décrit, il est très simple. Et pendant t plus une ronde, on s'échange toute l'information que l'on a de manière exponentielle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, c'est juste pour mieux présenter la structure d'arbre. À la fin de la première ronde, ce que je reçois, c'est des informations de première main. Un tel m'a dit qu'il propose la valeur V1. À la deuxième ronde, je vais recevoir des informations de seconde main. Un tel m'a dit qu'un tel lui a dit qu'il proposait la valeur V2. Et ainsi de suite. Donc, à la fin, à la dernière ronde, je reçois des informations qui sont donc, avec une chaîne de transmission de taille t plus 1. Ce que vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire que à t plus 1, avec une chaîne de taille t plus 1, je suis quasiment sûr d'avoir au moins un byzantin qui va déformer l'information. Et finalement, toute l'information que l'on a est toute pourrie. Eh bien non. C'est ce que nous allons voir. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va utiliser une structure d'arbre, celle que vous voyez ici. Chaque processus va utiliser une structure d'arbre de ce type. À chaque fois qu'il va recevoir des valeurs, il va les mettre sur l'arbre. Donc on dit qu'il va décorer son arbre. Et comment est-ce qu'il va le décorer? À la première ronde, il va mettre la valeur qu'il reçoit de P1 ici, celle qu'il reçoit de P2 ici, celle qu'il reçoit de P3 ici, celle qu'il reçoit de P4 ici, et ainsi de suite. À la deuxième ronde, il va recevoir de P2 la valeur qu'il prétend avoir reçue de P1. Je l'ai mis ici. Ensuite, la valeur que je reçois de P2 qu'il prétend avoir reçue de P3, je l'ai mis ici.
et ainsi de suite. Donc je mets toutes les informations ici, jusqu'à la fin. Une fois que cette étape est finie, on va attaquer tout simplement la deuxième phase. Durant la deuxième phase, il n'y a pas de communication, il y a juste du calcul. Eh bien, on va démarrer par les feuilles. On va démarrer par les feuilles et on va dire que à chaque feuille, je vais associer une nouvelle valeur. Et cette nouvelle valeur, c'est tout simplement la valeur qu'il y avait. Ça ne change rien. Par contre, pour tous les nœuds qui ne sont pas des feuilles, la nouvelle valeur, c'est quoi? C'est la valeur majoritaire parmi celles qui sont associées aux feuilles. Et là, vous allez me dire, ah, je comprends, effectivement. Ces valeurs-là, c'est la valeur que P3 a transmise à P4, que P3 a transmise à P5, que P3 a transmise à P6, et ainsi de suite. Et c'est bien ça, non? Eh bien, tout simplement, je prends la valeur majoritaire. C'est-à-dire que P3 n'a peut-être pas envoyé la même valeur à chacun. Eh bien, comme chaque chemin a une taille là, de T, taille T, donc il reste au moins N-2T nœuds qui sont au niveau des feuilles. Et sur les N-2T, il y a une majorité de processus corrects. Car même si, donc N-2T, non, N-T processus, il y a au moins N-2T correct, et comme N-2T est supérieur à T, il y a une majorité de processus corrects ici. Donc en faisant un vote ici, ce que je vais faire, en fait, la nouvelle valeur que je vais associer à ce nœud, c'est la valeur corrigée. En fait, je vais corriger la valeur que P3 m'avait envoyée ici. C'est-à-dire que pour un processus correct, donc chaque nœud dont l'étiquette se termine par l'identité d'un processus correct, sa nouvelle valeur sera la même que son ancienne valeur. Et donc, et ainsi de suite, je vais remonter. Donc, je vais en quelque sorte corriger toutes les valeurs qui ont été faussées par les Byzantins. Et la valeur associée à la racine sera la valeur que je vais décider. Donc, l'algorithme est simple. Et pour la preuve, elle repose sur cet argument. Comme les chemins de transmission sont tous de longueur T plus 1, c'est-à-dire que sur chaque chemin, il y a de la racine à toute feuille, il y a au moins un processus qui est correct. C'est-à-dire que nous avons ceci. Si je suppose que P4 est correct, eh bien, sur chaque chemin, il y a au moins un processus qui est correct. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement un résultat qui a été prouvé. En fait, il y a une définition. Ce qu'ils appellent un path covering, c'est un ensemble. C'est un ensemble de nœuds. On dit qu'un ensemble de nœuds est un path covering pour un arbre si chaque chemin de la racine à une feuille a au moins un nœud qui est dans cet ensemble. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des processus corrects est un path covering de l'arbre. C'est un path covering. Et pourquoi ? Vous promenez n'importe quel chemin de la racine à une feuille, il y a au moins un processus correct sur ce chemin. Et ensuite, il y a un lemme. Le lemme qui est très simple. S'il y a un path covering qui est commun dans un arbre, alors la racine de cet arbre est commune. Et à partir de là, cet arbre-là a un path covering qui est commun, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les nœuds qui se terminent par un processus correct ici, sont tous communs. Ils sont tous évalués pareil par tous les processus. Donc il y a un path covering qui est commun, donc la racine est commune. Et ça, c'est très beau. Donc on a un algorithme qui est très simple.
mais il a un gros défaut, une complexité exponentielle. Eh bien, depuis qu'il a été proposé, il y a eu énormément de travaux qui ont été effectués pour essayer de réduire la complexité. Et ça ne marchait pas. Soit il a fallu utiliser de la cryptographie, et dans ce cas-là, on retombe quasiment sur le cas des crashs. Et même le t inférieur à 1 sur 3 n'est même plus nécessaire. Donc soit on utilise la crypto, soit on utilise plus de rondes que les t plus 1 qui sont nécessaires, donc ce n'est pas optimal, soit il y a moins de résilience, c'est-à-dire qu'il faut que t soit inférieur à 1 sur 4, 1 sur 5, et ainsi de suite. Il a fallu attendre 1993 pour que Garay et Moses prouvent que le coût exponentiel n'est pas nécessaire. Ils ont proposé un algorithme, mais c'est peut-être en n à puissance 9, ce qui n'est pas très petit quand même, mais ça reste polynomial. Mais je peux vous dire que l'algorithme, je l'ai lu 3 fois, je n'ai pas tout compris. Ensuite, il a fallu attendre 2013 pour qu'un algorithme soit proposé avec un coût un peu plus faible. Mais par contre, c'est un peu plus simple aussi comme protocole, mais ça reste quand même pas satisfaisant. Ensuite, enfin, il y a un peu plus de 3 ans, a été proposé le premier algorithme early stopping avec un coût polynomial. C'est pour vous dire que, je crois, j'ai compté pas moins de 80 articles qui ont essayé de réduire le coût sans y parvenir. Et donc, avis aux amateurs, le problème reste ouvert de trouver un algorithme simple qui soit optimal en temps. Et là, il y a quelque chose qui manque. Le meilleur algorithme que l'on connaisse, il est quand même en n cube log n. Alors que le résultat qui a été montré, c'est que tout simplement, le coût en communication, c'est oméga de n carré. On sait que c'est supérieur à n carré. Et là, le meilleur qui a été fait, c'est du n cube, le log n. Ça veut dire que soit la borne, c'est n cube log n, soit c'est qu'on peut faire mieux. Donc, avis aux amateurs. Et personnellement, je travaille encore dessus à mon temps perdu, ou quand je suis fâché avec ma femme. Voilà. Là, c'est le cas synchrone. Maintenant, si on va aborder le cas asynchrone, eh bien là, le résultat qui est valable pour les crashs est valable aussi pour les byzantins. Il n'y a pas de solution en synchrone. De toute façon, ce qui est important, c'est sur ceci que je vais insister. Les protocoles sont tous basés sur les quorums. Et pour la terminaison, soit on utilise des générateurs aléatoires, soit on utilise la synchronie partielle. Je vais commencer par les algorithmes probabilistes, parce que tout simplement, ça laisse beaucoup de place pour mieux expliquer les quorums. Pourquoi les quorums? C'est ce que nous allons voir. Mais par contre, dès que l'on parle d'algorithmes probabilistes, on ne parle plus de consensus simplement, mais de consensus binaire. Ça veut dire qu'on ne peut proposer que 2 valeurs différentes. Par exemple, 0 et 1. Par contre, il faut modifier la propriété de terminaison. On ne termine pas de manière déterministe, on termine avec une probabilité 1. C'est-à-dire qu'il existe des scénarios infinis, mais leur probabilité d'occurrence est de 0. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver. Je crois que vous saisissez la différence entre probabilité 0 et un événement qui ne peut pas arriver. Donc, on va utiliser un générateur aléatoire et les algorithmes qui ont été proposés donc, juste 3 ans après l'algorithme synchrone, ça a été proposé par Benor et Rabi, travaux pour lesquels ils ont eu le Dijkstra Award, le prix Dijkstra il y a 2 ans, 3 ans, 2-3 ans.
eh bien, il suppose t inférieur à n sur 10. C'était déjà très bien pour un début. Je vais vous présenter l'algorithme de Berman-Garré. C'est une variante de l'algorithme de Benor et Rabin, mais par contre avec t inférieur à n sur 5. Et le but, c'est d'expliquer les quorums. C'est quoi les quorums? Eh bien, tout simplement, lorsque l'on est dans un système asynchrone, c'est ce qu'expliquait le professeur Guéraoui tout à l'heure, je ne suis pas en droit d'attendre des messages de la part de tout le monde. Si par exemple il peut y avoir T défaillances, je ne peux pas attendre plus de n-t réponses. D'accord? Là, sinon, le quorum, si j'attends plus, si c'est ça mon quorum, si mon quorum dépasse en taille n-t, je ne suis pas sûr de remplir le quorum. D'accord? Eh bien, tout simplement, là, on va dire, j'envoie mon estimation de la valeur des décisions à tout le monde. C'est la seule chose que je garde. C'est quelle valeur je pense qu'elle a le plus de chances d'être décidée. Donc, initialement, c'est ma valeur, et ensuite, c'est celle que je vais calculer. J'envoie à tout le monde mon estimation de la décision, et j'attends un quorum de n-t. Maintenant, si parmi les n-t, il y a n-2t qui sont identiques, je garde cette valeur. Sinon, je garde bottom. Donc ça veut dire, soit j'envoie V, soit j'envoie bottom. Que signifie envoyer V et envoyer bottom? Envoyer V signifie V apparaît suffisamment de fois, je pense que c'est un bon candidat pour la décision. Envoyer bottom, ça signifie je vois un mélange des deux, aucune valeur n'émerge, donc je dirais autant tirer aléatoirement. Car en fait, dans quel cas j'ai le droit de faire un tirage aléatoire? Car en fait, si tous les corrects proposent 0, je ne peux pas faire tirage aléatoire, car je peux tirer un 0. Non, je peux tirer un 1, et dans ce cas-là, ce n'est pas valide. Mais par contre, si je vois les deux et aucune n'émerge, je peux faire un tirage aléatoire. 0 ou 1, sont toutes les deux valeurs sont valides. Ensuite, j'attends de recevoir n-t une seconde fois, et là, 3 cas se présentent. Si la même valeur apparaît n-2t fois, je la décide. Si elle apparaît au moins t plus une fois, je l'adopte. Sinon, je tire aléatoirement. Pourquoi est-ce que cet algorithme marche? Bonne question. Voilà. Eh bien, tout simplement, ce que nous allons voir, je vais vous montrer ce schéma-là. Ça représente tout simplement la vision d'un processus PI, la vision d'un processus PJ. Là, ça signifie, c'est un paquet de T processus. Ça, c'est un paquet de T processus, c'est un paquet de T processus. Là, c'est le paquet de T processus dont PI n'a pas reçu de valeur. En fait, l'encadré rouge, ce sont les valeurs qu'il a reçues. Donc, il a reçu n-t valeurs et il a raté un paquet de T. De même ici, PJ, il a reçu n-t et il en a raté T. D'accord? Ce sont les valeurs qu'il a ratées. Ce que j'ai représenté ici, ce sont les processus byzantins. Il se trouve que dans le scénario ici, PI et PJ ont tous les deux reçu les valeurs de tous les byzantins. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, tout simplement parce que si un processus correct obtient la même valeur V n-2t fois à la phase 1, alors aucun autre processus ne peut avoir n-2t valeurs W différentes à la même phase. Ça signifie que dans l'algorithme, attendre n-t, si une valeur apparaît n-2t fois, je la garde. On est sûr que là, deux processus corrects ne peuvent pas sortir deux valeurs différentes. Une seule peut sortir. Et pourquoi?
Eh bien, tout simplement, on peut voir ici, si un processus PI correct voit n-2t valeur V, donc là, donc voilà toutes les valeurs qu'il a eues, voilà celles qu'il a ratées. Il a vu un V ici, W, V et V. Eh bien, tout simplement, s'il a n-2t valeur V, un autre processus correct, qu'est-ce qu'il peut voir? Parce qu'il ne va pas voir la même chose. Eh bien, dans le pire cas, le processus PJ va rater V valeurs que PI a vues. Par contre, il peut voir celles que PI a ratées. Et manque de chance, c'est des valeurs différentes. Donc j'essaie de créer le scénario le plus extrême. Et en plus, les byzantins s'y mettent. Ça veut dire qu'à PI, ils ont envoyé V parce que PI voulait du V, et à PJ, ils vont envoyer du W. Et là, on se rend compte que PI, il a n-2t valeur V, et PJ, il aura combien de valeurs W? Au maximum, 3t. Mais comme t est inférieur à n sur 5, eh bien 3t est inférieur à n-2t. Ça signifie que si PI garde V, aucun autre processus ne pourra garder une valeur différente, car aucune autre valeur ne peut dépasser le ratio ou le n-2t, une taille de courante n-2t. Et ceci signifie que, à la fin, ok. Donc ça veut dire que, à la fin de la phase 1, il n'y a qu'une seule valeur. On passe d'un état où il y a deux valeurs possibles, 0 et 1, on passe à un état où il n'y a qu'une valeur au maximum et bottom. Donc bottom, ça veut dire que c'est 0 valeur. On passe de l'état où il y a deux valeurs au maximum à un état où il y a une valeur au maximum. Ensuite, si un processus correct obtient n-2t valeur V à la phase 1, eh bien tout autre processus correct obtiendra au moins t plus une valeur V à la phase 1. Et là, on peut le voir. Si un processus voit n-2t la valeur V, eh bien tout autre processus correct, il en voit combien? n moins une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc n-4t valeur V. Et n-4t est supérieur à t. Et là, ça signifie que pour notre protocole, si un processus voit n-2t valeur V et décide, alors tous les autres processus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils décident comme lui, la même valeur V, soit ils passent dans le cas 2, puisqu'ils vont voir automatiquement au moins t plus une valeur V. Ils vont adopter V. Et aucun ne fera de tirage aléatoire. C'est-à-dire, si un processus décide V, tout le monde, soit il décide V à la même ronde, soit il va garder V pour le tour précédent. Et bien sûr, au tour précédent, si tous les processus corrects démarrent la ronde avec la même valeur V, alors seul V peut être décidé. Ça, c'est facile à voir à partir du protocole. S'il n'y a que des valeurs correctes, si tous les corrects proposent la même valeur, alors forcément, celle-ci sera vue n-2t fois par tous les corrects. Tous les corrects vont envoyer V, et dans ce cas-là, tous les corrects vont passer par le cas 1. Donc, ça veut dire que même si le système est asynchrone, même sans tirage aléatoire, si tous les processus proposent la même valeur, ce protocole décide. Maintenant, si par hasard un processus décide, tous les processus corrects décideront. Ça, c'est bien. Par contre, ce que cet algorithme garantit, c'est que le cas 1
et le K3 sont exclusifs. On ne peut pas avoir un processus qui passe ici et un autre qui passe ici. C'est-à-dire, si tous les processus passent là, ils décident. Si tous les processus passent par le 2, ils décident au tour d'après. S'il y a un mélange de 1 et de 2, ils décident tous la même chose, mais sur 2 tours différents. Le seul cas qui va poser problème, c'est celui-ci. Il y a au moins un processus qui passe par le K3. Et dans ce cas-là, je suis sûr que personne n'a décidé. Mais que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, tout simplement, ceux qui passent par le K2, on est sûr d'une chose, ils vont tous garder la même valeur V. Et tous ceux qui passent par le K3, ils vont faire un tirage aléatoire. Si maintenant le générateur est commun, c'est quoi un générateur commun? C'est que tous ceux qui font un tirage aléatoire vont tous tirer la même valeur. Eh bien, dans ce cas-là, il y a une chance sur 2 pour que ceux qui passent par le K2 et ceux qui passent par le K3 repartent au prochain tour avec la même valeur. Et dans ce cas-là, on termine. Donc ça veut dire que ça nous donne un protocole avec des tirages communs. La probabilité de terminer à chaque ronde est de 1,5. Ça veut dire que pour le protocole, il termine en moyenne en 2 rondes. Par contre, si c'est des tirages locaux, là par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on termine en un nombre exponentiel de tours en moyenne. Mais bien sûr, ceci dit, il y a quand même un petit inconvénient. Il faut que le tirage aléatoire ne soit pas manipulable ni prévisible. Parce que si le tirage aléatoire est prévisible, eh bien, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser une partie des processus. S'il sait que s'il est prédictible, il sait que le tirage aléatoire sera de 0. Donc il va pousser la moitié des processus à garder un 1, puisque le tirage, ça sera 0, et inversement. S'il est manipulable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser les processus faire ce qu'ils veulent. Et ceux qui vont vers le K2, s'ils y vont avec la valeur 1, lui, il va manipuler le tirage aléatoire pour que ça aille dans l'autre direction. Donc il faut que ça ne soit ni prédictible ni manipulable. Et là, par contre, c'est très très difficile à faire. Il y a une très large littérature et ça mérite un cours à part. Mais effectivement, le problème qui reste, c'est que c'était inférieur à 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5. Comment ça marcherait dans le cas 1 sur 3? Eh bien là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut utiliser soit un mécanisme de confirmation, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un processus envoie un message, il faut qu'il y ait un écho de la part de tout le monde pour pouvoir vérifier que c'est le même qui l'a envoyé à tout le monde. Et en plus, si je vous dis que le professeur Guéraoui m'a dit que lui, sa valeur c'est 5, est-ce que vous êtes obligé de me croire? La réponse est non. Maintenant, si le message qu'il m'a envoyé, il a signé, là je peux vous le montrer. Voilà, il m'a dit que c'est 5. Donc effectivement, utiliser de la cryptographie pour signer les messages et de la confirmation pour éviter la duplicité, donc envoyer des messages différents à différents processus, eh bien ça marche. Par contre, ça a un coût. Là, ça nous entraîne un coût qui est cubique en nombre de messages, et là, ça suppose l'utilisation d'une structure de cryptage, de chiffrage à clé publique. Je ne vais pas détailler le protocole. En fait, j'ai vu une version du protocole de Bradshaw et Twigg qui utilise une diffusion qui ne permet pas la duplicité, mais qui coûte plus cher et qui chiffre les messages. Eh bien, ça nous donne un protocole qui est optimal en temps, en résilience, mais par contre qui nécessite un nombre de messages qui est cubique. Le protocole est très simple, c'est le même que tout à l'heure, sauf que maintenant, ça marche pour t inférieur à 1 sur 3. Eh bien, tout simplement, depuis cette date, il y a eu
au moins une centaine de protocoles qui ont été proposés. Et à chaque fois, soit t est inférieur à 1 sur 5, soit on utilise la cryptographie, soit il faut un nombre cubique de messages. Il a fallu attendre 2014 pour avoir le premier protocole qui est optimal en résilience, en message et qui n'utilise pas la cryptographie. Bien sûr, ça, c'est dans le cas randomisé. Maintenant, si on veut utiliser de la synchronie partielle, eh bien, tout ce dont a parlé le professeur Guéraoui est réutilisable du fait que l'on peut utiliser la notion de quorum que j'ai présentée dans le cas, probabiliste. Et bien sûr, la grande famille des protocoles, donc l'équivalent de ce qu'a présenté le professeur Guéraoui, c'est ce qu'on appelle donc, la famille PBFT. Et il y en a beaucoup, à tel point qu'il y a eu un article dont tu es un des auteurs, les futurs 700 protocoles BFT. Voilà. Et pour ce qui est des blockchains, pour finir, eh bien, tout simplement, les blockchains, c'est plus en fait, ça fait plus qu'un consensus. En fait, il y a tout un enrobage, c'est une structure de données qui est plus riche. Mais par contre, le cœur de la blockchain, c'est effectivement un service de consensus, qui, lui, est un peu plus faible que le consensus. D'ailleurs, il y a plein de recherches qui se font depuis maintenant plusieurs années pour essayer de mettre, par exemple, l'équivalent des PBFT, donc l'équivalent de Paxos, le mettre à l'intérieur des blockchains pour gagner principalement en facteur d'échelle. Eh bien, c'est fini. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir.